Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre nouvelle émission Fuse Expert avec un sujet passionnant, c'est l'évolution des réglementations environnementales et sociales, le rôle des ONG. Et le chiffre du jour, c'est 2050. 2050, c'est l'année fixée par l'Union européenne qui ambitionne d'être le premier continent neutre en carbone grâce au pacte vert d'ici donc à 2050. Pour parler de ce sujet passionnant, on retrouve tout de suite mes deux invités. Et j'ai retrouvé donc mes deux invités. Bonjour Antoine Pugliese. Bonjour. Alors je vais vous laisser vous présenter pour qu'on comprenne qui vous êtes précisément. Merci pour l'invitation et bonjour à toutes et à tous. Donc Antoine Pugliese, responsable plaidoyer, finances durables au sein de l'ONG WWF France. Parfait. Et Hubert Tondeur, bonjour, je vais vous laisser vous Bonjour. présenter également. Donc Hubert Tondeur, expert comptable, titulaire de la chaire de comptabilité du CNAM, et je suis président du comité extra-financier et membre du collège de l'autorité des normes comptables. Super, eh ben, on va pouvoir échanger avec vous deux. Mais d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous rappeler quelques éléments contextuels puisque le pacte vert inclut une directive appelée CSRD pour Corporate Sustainability Reporting Directive. L'EFRAG, European Financial Reporting Advisory Group, a été nommé conseiller auprès de la Commission européenne pour élaborer 12 projets de normes ESRS, 2 normes transversales, 5 environnementales, 4 sociales et 1 de gouvernance. Cette nouvelle émission a donc pour objectif de présenter les enjeux de cette nouvelle réglementation auprès des ONG comme WWF ainsi que les experts comptables et le rôle que ces deux institutions ont joué dans les consultations des parties prenantes lors de l'écriture des normes par l'EFRAG. Je vais donc commencer cette émission avec une première question pour vous, Hubert. Pourquoi avoir invité une ONG comme WWF, le Fonds mondial pour la nature, à cette émission ? Disons que si on parle de réglementation environnementale et sociale, et vous l'avez rappelé, 5 normes environnementales, 4 normes sociales, pour aller vers une société plus durable, ça n'est pas un enjeu de technicien, ça n'est pas un enjeu d'entreprise, c'est un enjeu de société, c'est un enjeu d'humanité. Et donc on répond au travers de ces directives, de ces textes, à des enjeux qui sont ceux des citoyens du monde. Et ce sont eux qui vont vivre ce monde nouveau. Ce sont eux qui ambitionnent à ce que le monde évolue, que nos manières de produire, nos manières de consommer évoluent. Et donc, ils sont des parties prenantes et ils sont représentés par des organismes, par des organisations, par des ONG. Et donc, dans cette norme, 5 normes environnementales et sociales, je me répète, mais ça veut dire que l'environnement, c'est l'écologie, c'est la nature, c'est le bien vivre entre soi. Donc, il était normal d'inviter WWF aujourd'hui pour parler de cette réglementation. Bon, merci. Je vais vous demander justement, Antoine, de nous rappeler un peu les missions de votre ONG. Oui, donc le WWF, donc en français, c'est le Fonds mondial pour la nature. Donc c'est l'une des premières organisations mondiales qui protègent l'environnement. Donc on est beaucoup connu en fait sur nos projets de conservation liés aux océans, à la vie sauvage, à la préservation des forêts. L'agriculture durable aussi. Et aussi, on a des activités autour effectivement des politiques publiques et puis de tout ce qui est transformation du marché et de la finance pour mieux incorporer, on va dire, donc, nos enjeux environnementaux au sein de la politique publique. Parfait, merci pour ces explications et cette présentation. Hubert, quels sont les éléments que vous souhaitez partager à travers cette émission ? Il y a deux grands axes. Le premier, c'est déjà poursuivre l'information et la diffusion auprès des experts comptables et de tous ceux qui pourront regarder l'émission de ce qu'est cette nouvelle réglementation et de ce qu'elle va imposer à l'ensemble des organisations. Aujourd'hui, un certain type, on y reviendra, d'organisations, mais de plus en plus large avec le temps. Et aussi de montrer et peut-être de discuter avec des organisations telles que WWF pour qu'on soit nous aussi conscients des enjeux de cette réglementation et de voir dans quelle mesure on peut aussi coopérer pour faire évoluer cette réglementation, parce qu'on a un rôle d'acteur aussi, on n'est pas juste passif à recevoir une réglementation, on contribue à sa production, à sa mise en place et à sa divulgation. Et donc il est important de discuter avec toutes les parties prenantes pour aussi anticiper l'évolution de ces textes. Très bien, on va passer tout de suite à notre première partie pour discuter ensemble du rôle et des enjeux de cette réglementation.
Et Antoine, c'est avec vous que je commence cette première partie d'émission pour nous expliquer le rôle que vous avez joué lors de ces consultations avec l'Europe et le gouvernement français. Oui, donc on a effectivement un rôle en plusieurs étapes. Ça dépend toujours effectivement du stade de la réglementation. Donc cette réglementation, elle n'est pas nouvelle. Il y avait effectivement d'autres directives passées qui abordaient ces sujets. Et donc on a plusieurs axes de travail, donc c'est-à-dire avant la réglementation elle-même. Donc on va effectivement proposer des livres blancs et des rapports pour expliciter si oui ou non il faut passer la vitesse supérieure. Et ensuite, on va effectivement suivre les premières propositions, là notamment de la Commission européenne, pour s'assurer effectivement que l'ambition soit bien là et pourquoi pas proposer des amendements si nécessaire. Donc ça, c'est le niveau 1, je dirais. Et puis après, dans cette CSRD, notamment, il y avait un gros travail de niveau 2 qui était écrire notamment les normes de durabilité. Et donc là, on a participé, nous, à l'écriture de ces standards, de ces normes, notamment liées au climat et la biodiversité, donc nos centres d'expertise. Et puis d'autres ONG ont travaillé sur d'autres standards liés plutôt aux enjeux sociétaux. Okay. Et c'était quoi le message essentiel que vous avez souhaité faire passer aux institutions ? Alors, tout d'abord, c'était garder un niveau d'ambition très élevé. Aujourd'hui, la CSRD, quand même, pose des enjeux et des dispositifs importants. Elle rappelle notamment, effectivement, qu'on a un enjeu de limiter la température à 1,5 degré. Donc ça, c'est très important d'ici la fin du siècle. Donc, elle propose aussi de transformer le business model des entreprises, ou en tout cas d'en apprendre plus sur cette transformation. Et donc, c'est ces messages qu'on a tout au long en fait, du processus législatif passé aux gouvernants et aux décideurs politiques. Et ensuite, après, il y a un niveau plus technique, je dirais, c'est comment l'information doit être présentée au sein des entreprises. Et donc, s'assurer effectivement les objectifs soient alignés avec la science, que les plans de transition de ces entreprises soient crédibles, ou en tout cas que l'information reportée, effectivement, puisse permettre aux parties prenantes de juger de la crédibilité ou non de la transformation de l'entreprise. Bien sûr. Concrètement, on reste dans les entreprises, puisqu'avec vous, Hubert, en tant que premier conseiller au sein des entreprises, par quels moyens vous êtes-vous inclus dans ces discussions européennes ? Mais disons que le Conseil national de l'ordre des experts comptables est un organisme qui représente les 21 000 experts comptables de France, et il agit à la fois au niveau européen, mais également au niveau français, puisque nous participons à la fois à la Fédération européenne des experts comptables et des commissaires aux comptes, qui introduit des actions auprès des organisations nationales, européennes et internationales. Nous participons à l'autorité des normes comptables, qui est l'organe habilité à répondre, notamment dans le cadre de la transposition des normes au niveau français, des normes européennes au niveau français. Et on intervient également dans des structurations pour les sociétés cotées, les PME cotées et les PME non cotées, puisque un des enjeux du futur, parce qu'aujourd'hui la norme existe, sa transposition est en marche. Je pense qu'on connaît la norme et elle n'évoluera pas beaucoup par rapport à ce qui est prévu aujourd'hui au dispositif. L'enjeu, le coup d'après, je dirais, c'est celui des entreprises qui ne sont pas concernées par le spectre actuel et qui sont les PME-TPE. Bien sûr. On y reviendra, mais qui le seront de fait dans le futur. Ça s'élargira, oui. Et on attend de l'EFRAG notamment un dispositif spécifique pour les PME à très court terme pour pouvoir embarquer. Qu'est-ce que vous entendez par très court terme ? À quoi on peut s'attendre ? Je pense que d'ici 18 à 24 mois, on devrait avoir un dispositif PME, TPE, après on l'appelle comme on veut, mais en tout cas pour les entreprises qui ne sont pas dans le spectre des entreprises de plus de 250 salariés ou des entreprises cotées. Ça va aller très très vite, oui. Très bien. Antoine, en tant que représentant, on peut le dire, un représentant de la société civile, est-ce que vous avez eu des difficultés à vous faire entendre, à faire passer votre message ? Alors, tout d'abord, on n'est pas tout seul. Donc, le WWF, on agit en écosystème. Donc, il y a d'autres, effectivement, ONG qui travaillent avec nous. Donc, on essaye de se coordonner au mieux. Alors, la difficulté, je ne pense pas qu'elle est à se faire entendre, parce qu'effectivement, on arrive à contacter des décideurs politiques, à discuter avec des parlementaires, à intégrer des groupes de travail. L'ONG est connue et reconnue en plus. Alors, l'ONG WWF, oui, et puis d'autres ONG aussi qui travaillent avec nous. Donc, on essaye de coordonner ces travaux. La difficulté n'est pas de se faire entendre, mais plutôt de se faire écouter. Et donc là, c'est plus difficile. On arrive parfois à gagner des objets politiques ou on va dire des sujets techniques. Mais aujourd'hui, on a encore beaucoup de travail à faire. Et pour le rappeler, la CSRD, c'est juste une obligation de transparence.
et pas d'action. Oui. Donc, je veux dire que par là que les décisions politiques et les réglementations ne sont pas encore aux mains des ONG. Faut que ça bouge. Loin de là. Il faut du concret. Oui, pour aller dans le sens de ce que dit Antoine, deux petites choses. Une anecdote, c'est que lorsqu'on est autour de la table de ces réunions, bien évidemment, un certain nombre d'acteurs trouvent que les ONG ont trop la voix, notamment en Europe, parce que c'est une des particularités par rapport au continent américain, où finalement les ONG ont, je dirais, leur participation, leur part à la directive qui se met en place, aux décisions et au texte. Donc ça, moi, personnellement, je pense que c'est plutôt une très bonne chose. Évidemment, en fonction de l'endroit où on se trouve, c'est peut-être moins apprécié, mais ils sont présents et heureusement qu'ils sont présents. Et effectivement, ce qui est très, très important de comprendre dans ce texte, c'est qu'il n'y a pas d'objectif. On ne dit pas la parité, c'est ça. On ne dit pas l'objectif climat, c'est ça, l'objectif... C'est juste, soyez transparent. C'est sur ces sujets-là, vous allez devoir rendre des comptes, si on peut dire, c'est-à-dire donner une information sur ce que vous faites et ce que vous comptez faire et comment vous allez y... C'est du reporting. Oui, bien sûr. Donc, derrière, il faut une vraie ambition politique, européenne, mondiale, française, je ne sais pas, mais en tout cas, il faut une vraie ambition pour qu'on puisse mesurer l'ambition et voir comment on atteint cette ambition. Mais encore une fois, ce référentiel ne donne pas des objectifs dans chacun des domaines. Il n'y a pas 1200 objectifs. Il y a 1200 indicateurs, certes, mais il n'y a pas 1200 objectifs. Les indicateurs, mais vont-ils être suivis? Justement, c'est ce qu'on va voir dans notre prochaine partie. On va parler des exigences de cette directive. Alors, vaste sujet, les exigences. Est-ce qu'elle est assez exigeante, cette directive? Hubert, déjà, moi, je voudrais savoir si vous avez un message à faire passer auprès des experts comptables. Et quel est ce message précisément? Le premier message, c'est que ne prenons pas le texte au pied de la lettre, au sens où il définit un périmètre d'intervention. Alors pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on parle de sociétés cotées et on parle de sociétés de plus de 500 salariés. Ouais. Bien évidemment, si on connaît un petit peu le paysage économique français, beaucoup d'entreprises, et une grande majorité d'entreprises sont des PME-TPE, donc qui ne sont absolument pas des entreprises. Alors on n'est plus 500 maintenant parce que la réglementation c'est 250, donc ça élargit le spectre, certes, mais on est encore très loin de la grande masse des entreprises et de la grande masse des entreprises sur lesquelles peuvent travailler les experts comptables. Donc ce n'est pas un sujet pour d'autres professionnels que les experts comptables. Alors je m'explique simplement parce que aujourd'hui, il y a un concept qui est celui de la chaîne de valeur, qui fait que quand vous allez divulguer de l'information, bien évidemment, c'est sur l'ensemble de votre process de production et votre process de commercialisation. Et aujourd'hui, une entreprise ne travaille pas seule, elle travaille avec un environnement en amont, un environnement en aval, ça veut dire des producteurs, des sous-traitants et des distributeurs. Et donc, elle va devoir compiler le comportement de ces fournisseurs en amont, en aval, pour pouvoir donner de l'information telle que demandée par la directive. Donc, à partir de là, ça veut dire qu'aujourd'hui, ou demain plutôt, parce que c'est déjà le cas dans certaines activités, si vous voulez travailler pour des entreprises, quelles qu'elles soient, mais celles qui sont soumises, on va vous demander de respecter, en tout cas de divulguer une information dans un premier temps, et ensuite de respecter les critères qui seront celles de votre donneur d'ordre. Sinon, votre donneur d'ordre risque de dévier de sa trajectoire. Donc, à partir de là, ça veut dire qu'il faut embarquer tous nos clients vers une capacité qui est celle de divulguer une information qui va servir dans les appels d'offres, qui va servir dans la relation de ce qu'on appelle souvent la sous-traitance responsable. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est essentiel. Il faut embarquer tous nos clients vers ces dispositifs de compilation de l'information. C'est pour ça qu'on attend beaucoup que les FRAG nous donnent une marche à suivre, si on peut dire, en matière d'indicateurs qui pourraient être ceux des PME. D'accord, oui, ça c'est l'attente qu'on aura. Ça, c'est la vraie attente. La vraie attente des experts comptables, le message. Antoine, est-ce que vous êtes satisfait, vous, par les exigences de cette directive? Est-ce que ça correspond à vos attentes? Alors, peut-être avant de commencer, je vais rebondir juste rapidement sur justement la définition des donneurs d'ordre et puis aussi des petites et moyennes entreprises. Donc, je suis d'accord avec Hubert et je pense qu'effectivement, on attend ce standard. Il n'en reste que quand même, pour les entreprises de plus de 500 salariés, on a des standards, des vraies normes à appliquer justement pour cette idée de comparabilité. Donc ça, c'est important, avec effectivement
des guides méthodologiques pour, par exemple, évaluer ses gaz à effet de serre ou se fixer des objectifs. Donc tout ça aussi reste encore en devenir et peut-être à être travaillé, mais il y a quand même des très bonnes indications. Et puis, pour répondre à votre question, est-ce qu'elle est assez ambitieuse ou exigeante? Donc, on va dire ambitieuse, c'est pas mal. Oui. Alors, donc, ce qui est clair, c'est qu'elle nous semble importante, elle nous semble nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Oui, mais il faut commencer quelque part. Il faut commencer quelque part. Alors, il faut savoir qu'il y a eu, ce n'est pas la première directive sur l'extra-financier, mais effectivement, elle va plus loin. Donc ça, on en est conscient et on trouve cela très bien. Après, il faut savoir que, et on comprend, une directive sur la transparence, ça va nous permettre et nous aider à comprendre l'information et les incidences en fait, environnementales qu'une entreprise va avoir effectivement sur l'environnement, sur la société. On voit avec cette directive, et là c'est intéressant, c'est qu'on commence à aller un peu plus loin que la capacité effectivement d'une entreprise à faire du profit effectivement sur une courte période. Donc là, on va mesurer d'autres indicateurs. Donc ça, c'est important pour le marché. Cependant, comme on l'a rappelé un peu au début, ce n'est pas une obligation de faire. Et donc on reste encore dans une obligation de transparence. C'est vrai qu'il y a tellement une attente des clients, du marché, etc. Quand même, de plus en plus d'entreprises ont des indicateurs de performance extra-financiers. Ça ne devient pas la norme, mais quelque part, un peu. Alors, on est en train d'avancer là-dessus. On avance, et donc ce qu'on voit aussi, notamment sur les grands donneurs d'ordre et les grandes entreprises, donc il y a une fixation d'objectifs climat, par exemple, mais on a peu d'éléments pour s'assurer que le plan pour atteindre ces objectifs va être respecté. Et donc c'est ça qu'on souhaite avoir, et en fait pour nous, cette directive, c'est une première brique dans un cadre un petit peu de redevabilité climat et nature un peu plus complet. Donc je pense qu'il y a encore de la marge, mais sur les exigences, on va dire climat ou liées à la biodiversité, on a fait quand même un pas en avant important. Oui, je voudrais juste rajouter, alors effectivement, on a eu de multiples textes, parce que c'est effectivement pas quelque chose qui est nouveau, et notamment par exemple sur les éléments sociaux qui sont dans ces textes européens, on a déjà des éléments en France qui préexistent. Simplement pour dire que, attention, la norme est là pour assurer la donnée, la qualité de la donnée, la comparabilité de la donnée. Ça n'est pas l'objectif. L'objectif, il est politique, et c'est le politique qui doit fixer l'objectif. Ça n'est pas... on a trop souvent entendu dire, quand on a eu quelques crises financières, que la comptabilité est responsable des crises financières. La comptabilité n'a jamais été responsable des crises financières, et l'extra-financier ne sera pas responsable, en tout cas, ne sera pas la cause du dérèglement climatique, par exemple, si je ne prends que cet exemple-là. Par contre, si on n'a pas ces indicateurs et si on ne les met pas en place, il est bien clair qu'on ne pourra pas aller vers une évolution responsable des entreprises parce qu'il n'y aura pas de comparabilité, parce que, effectivement, vous, en tant que consommateur, vous n'irez pas orienter vos achats vers tel ou tel qui sera plus responsable, parce que tel ou tel financeur n'ira pas orienter ses capitaux ou investisseur ses capitaux vers telle ou telle entreprise qui va prendre des engagements, qui va les assurer et qui va montrer une vraie performance dans ce cadre de durabilité. Mais simplement, j'aime bien le dire, les données qui proviennent des textes ne sont pas des objectifs, ce sont des éléments pour mesurer les objectifs. Et ça, c'est du domaine politique. Et c'est là, je pense, que des organisations comme WWF ont peut-être encore plus de poids et plus de rôle à jouer. C'est dans l'orientation politique qui est fixée. Ensuite, charge aux professionnels, aux techniciens, de mettre ça en musique pour qu'on puisse savoir exactement où on en est, où on va, comment on y va. Il y a le guide et le concret, le guide et les actions, en fait, quelque part. C'est bien, parce que de guider, c'est important. Sinon, on ne peut pas agir. C'est sûr qu'il y a une place prépondérante. Quels sont les enjeux aussi pour la profession, Hubert, votre profession ? L'enjeu, il est double, parce que, comme on vient de le dire, il va falloir mettre en place tout ça. Effectivement, les entreprises qui avaient plus de 500 salariés étaient déjà soumises à une réglementation, alors qui change en grande partie, mais qui ont déjà l'habitude de collecter de l'information, qui sont peut-être déjà habiles sur le bilan carbone, sur la donnée sociale. Voilà. Donc, elles doivent améliorer encore leurs actions et leur dimension de maîtrise de ces sujets. Les entreprises qui sont entre 250 et 500, elles vont peut-être un petit peu découvrir. Donc, il y a un gros travail système, il y a un gros travail formation, donc il y a un gros travail d'accompagnement des entreprises pour mettre en place ces dispositifs. Et aujourd'hui, un rapport durabilité à l'intérieur du rapport de gestion, c'est quand même pas trop ce que c'est, même si on a des indicateurs. Il y a, comme le disait Antoine, il y a une dimension un petit peu secret des affaires qu'on n'a pas l'habitude de donner sur quels investissements je vais faire pour arriver à quel résultat, est-ce que j'y arrive vraiment. Ça, c'est un vrai sujet qu'on a dans le financier aussi, sur ce qu'on appelle les informations sectorielles,
par exemple. Donc là, on va avoir un sujet, je pense, extrêmement important. Donc ça, c'est le premier enjeu, c'est être capable d'accompagner les entreprises, quelle que soit leur taille, dont les petites dont je parlais tout à l'heure. Okay. Le deuxième sujet, c'est que il y a une attestation à faire, donc une attestation qui pourra être faite par des commissaires aux comptes et qui pourra être faite par des PSAI, c'est-à-dire des prestataires de services d'assurance indépendants, dont les experts comptables. Okay. Et donc, il nous appartient d'embarquer la profession vers cette attestation et donc de former les professionnels, de les embarquer vers des attestations COFRAC et ensuite de travailler avec le H2O, H3C aujourd'hui pour pouvoir réaliser ces missions parce que c'est un champ qui va être ouvert aux experts comptables, mais c'est un champ qui va être ouvert aussi aux sociétés qui habituellement accréditent, notamment dans la qualité. Okay. Et puis je rebondis effectivement, je pense, sur l'effet d'accompagnement. Ça, c'est important et les ONG, on n'est pas indifférents à ça. Donc, on a, nous aussi, des partenaires et des entreprises où on essaye de mobiliser pour comprendre comment demain, ces PME ou ces mêmes grands groupes vont répondre à cette CSRD. Et c'est important. C'est important déjà aussi pour comprendre vraiment de façon opérationnelle qu'est-ce que ça veut dire. Ouais. Et donc, on prévoit aussi des accompagnements et l'État, en tout cas, va mettre, je pense, des dispositifs. Et il y a de plus en plus de méthodes ou de guides pour permettre effectivement le bon reporting de l'information. Oui. Et puis, on en a parlé, mais effectivement, sur ces questions d'assurance limitée ou d'audit, c'est vrai qu'une fois qu'on a fait ce reporting, donc cet exercice de déclaration, il serait important, et ça je pense que la France me semble moteur, c'est à mon avis, on va avoir une norme française, de ce que je comprends, sur justement la qualité de l'information et l'audit derrière. Et ça, je pense que c'est des éléments très importants pour pas qu'on soit juste dans un tick the box, mais plutôt qu'on réfléchisse à la qualité de la donnée, les hypothèses. Tout va être bordé. Alors, en tout cas, c'est ce qu'on espère. Ouais. Très bien. Alors, c'est le cas, si je peux me permettre, c'est le cas, puisqu'il y a un groupe de travail qui travaille sous l'autorité du H3C et H2O, qui travaille à la création, notamment, à la création de ce rapport, de cette attestation, et donc des modalités de réalisation de l'attestation, et donc de la qualité du travail qui sera mis en œuvre, des diligences qui seront mises en œuvre pour pouvoir attester de la conformité au référentiel. Bon, très bien. On va bientôt terminer cette émission avec une dernière question. Pour aller plus loin, avec vous, Antoine Pugliese, j'aimerais que vous nous parliez des axes d'amélioration, s'il y en a, et je pense qu'il y en a, selon vous, sur cette CSRD. Oui, alors aujourd'hui, ce qu'on attend, il y a plusieurs éléments. Donc effectivement, il y a tout ce qui est en lien avec les normes pour les petites et moyennes entreprises. Donc ça, effectivement, c'est important. Aussi, les normes plutôt sectorielles, donc à destination, effectivement, de secteurs en particulier, notamment afin de clarifier les indicateurs pour ces secteurs peut-être très émissifs. Qu'est-ce qu'un bon plan de transition pour le secteur du ciment, de l'aviation, du maritime? Ça serait des éléments intéressants. On attend aussi quand même la transposition en droit français. On veut s'assurer quand même qu'il y ait une forme, que ça reste très ambitieux, qu'il n'y ait pas de couac entre la cohérence française et européenne. On attend aussi quelles vont être demain les sanctions. Il est prévu quand même qu'il y ait une supervision de ces sujets. Donc, ça serait quand même intéressant de savoir quels vont être les dispositifs. Et puis aussi, sur l'évaluation, on en a parlé, mais peut-être pour terminer de façon un peu plus global, au-delà de la CSRD, ce qu'on attend demain aussi du politique, c'est vraiment un cadre global et notamment une planification qui va répondre en fait à cette CSRD. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui nous manque, ce sont vraiment des plans sectoriels. Il faut transformer notre économie, nos moyens de production, de consommation. Donc effectivement, on a une directive de transparence, donc c'est bien. Bon, maintenant, il faut passer à l'action. Et en fait, il faut que les entreprises, quand ils vont faire leurs déclarations et leurs plans et mettre en place leurs objectifs, il faut qu'ils se raccrochent à un cadre, et un cadre effectivement politique, sectoriel de planification. Ça va permettre aussi de s'assurer que l'information va être pertinente et puis ça va aussi aider les entreprises à transitionner vers et à l'atteinte notamment de nos objectifs en 2050. Parfait. Le mot de la fin, Hubert, quelque chose à ajouter ? Il faut que les experts comptables s'emparent de ce sujet, alors pour eux-mêmes, mais aussi pour leurs clients. C'est-à-dire
on doit s'acculturer, mais on doit aussi acculturer nos clients parce que c'est un enjeu de société, donc il faut diffuser aussi ce sujet de la durabilité, bien faire comprendre à nos clients qu'il y a un réel enjeu pour eux, pour rester dans le marché, pour rester dans les chaînes de valeur, c'est essentiel, qu'il y a d'énormes investissements à faire, comme le disait Antoine, parce que il y aura d'énormes investissements à faire pour toutes les entreprises, que vous soyez dans le transport, dans la boulangerie. Coût de transformation, Il y a un coût de transformation qui est essentiel. Donc, ça, c'est extrêmement important. Et pour les experts comptables eux-mêmes, il faut qu'ils rentrent dans le dispositif PSAI. Donc, il faut qu'ils soient accrédités COFRAC. Donc, il faut aussi s'approprier le dispositif et faire l'ensemble des démarches et des formations pour pouvoir diffuser la bonne parole. Il n'y a plus de temps à perdre. Je pense que le maître mot de la fin, c'est du concret et de l'action. Il faut agir maintenant qu'on a ces normes et ces réglementations. Merci beaucoup pour ce riche échange à tous les deux. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Comme toujours, on vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle émission Fuse Expert, toujours avec des sujets passionnants, bien sûr. Merci.